Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire complètement dingue. C'est l'histoire de fans qui aimaient tellement Star Trek qu'ils ont fait ce que le studio refusait de faire, ressusciter la série originale. Et spoiler alerte, ça ne se termine pas par des félicitations, mais plutôt devant un tribunal fédéral. Alors avant de plonger dans cette histoire, il faut qu'on pose un petit peu de contexte, parce que Star Trek, en France, c'est une licence qui est plutôt connue, mais pas autant que Star Wars, et ça reste un truc beaucoup moins populaire dans l'Hexagone. En revanche, aux États-Unis, c'est un phénomène de société qui est absolument colossal, et c'est l'une des franchises les plus importantes de l'histoire du divertissement. Ici, c'est beaucoup plus discret. En France, la série originale n'a été diffusée sur une chaîne nationale qu'en 1982 sur TF1, soit quand même 16 ans après sa diffusion américaine. Et quand elle a été diffusée, c'était avec un doublage québécois. Aucune chaîne française n'a pris la peine de la redoubler, ce qui est pourtant le cas d'habitude. Là, ils se sont dit, bon, de toute façon, ça va pas marcher, donc on va garder l'AVF qu'ils ont fait au Québec il y a plus de 15 piges. Et ça, forcément, ça a contribué à faire que la série n'a jamais eu le même impact chez nous. Aux États-Unis, par contre, c'est carrément une religion. Et je n'exagère pas. And so, having exchanged vows, exchanged rings, it is my pleasure to tell you, by the power vested in me by the state of Nevada, as well as captain of the USS Enterprise, you are truly husband and wife. I would suggest you kiss your wife as I introduce the new Mr. and Mrs. Kiss that lady. Come on. Donc bref, posons les bases. Qu'est-ce que c'est que Star Trek ? Remontons en 1966. À cette époque, un scénariste américain du nom de Gene Roddenberry, qui jusque-là bossait sur des westerns et des séries policières, vend un concept à la chaîne NBC. Son pitch, c'est en gros un western dans l'espace. On a un vaisseau spatial, l'Enterprise, qui explore la galaxie avec un équipage dirigé par le capitaine Kirk. Mais Roddenberry, c'est pas un simple faiseur de divertissement sans âme. Le mec a une vision. Au moment où il imagine Star Trek, on est en pleine guerre froide, en plein mouvement des droits civiques et en pleine guerre du Vietnam. Et Roddenberry, il se dit, et si on montrait un futur où l'humanité a dépassé tout ça ? Un futur où un Américain, un Russe, un Japonais, une femme noire et un extraterrestre aux oreilles pointues bossent ensemble sur le même vaisseau sans que personne ne trouve ça bizarre. À l'époque, c'est carrément révolutionnaire. On parle d'une série qui diffuse le premier baiser entre un blanc et une noire de l'histoire de la télévision américaine, un smack fougueux entre le capitaine Kirk et le lieutenant Uhura, joué par Nichelle Nichols. Martin Luther King en personne convaincra d'ailleurs Nichelle Nichols de ne pas quitter la série parce qu'il estimait qu'elle représentait une icône essentielle pour la communauté noire. Bref, Star Trek, c'est bien plus qu'une série de science-fiction avec des mecs en pyjama dans l'espace. C'est une vision d'un potentiel futur optimiste et humaniste pour l'humanité, et c'est pour ça que les gens ne se contentent pas d'aimer Star Trek. En fait, ils y croient, et pour eux, c'est presque une philosophie. Sauf que la série originale, elle a duré que 3 saisons, de 1966 à 1969, soit 79 épisodes en tout. NBC l'a annulé parce que les audiences n'étaient pas assez bonnes à l'époque. Et le truc, c'est que les fans, eux, ils ont jamais lâché l'affaire. Grâce aux rediffusions, Star Trek est devenu un phénomène de société dans les années 70. Les conventions de fans ont explosé et le merchandising aussi. Et ça a fini par engendrer un empire. D'abord des films à gros budget avec le casting original, puis une nouvelle série dans les années 80, Star Trek la nouvelle génération, avec Patrick Stewart, futur professeur Xavier des X-Men, qui a cartonné pendant 7 saisons. Et après ça, on a eu d'autres séries, puis d'autres films, notamment avec le casting de Next Generation, puis les reboots de J.J. Abrams avec Chris Pine au cinéma. Donc voilà, Star Trek c'est devenu un univers gigantesque, mais il y a eu une grosse
période de creux. Après la fin de la série Star Trek Enterprise en 2005, il s'est passé pas mal de temps sans que la licence ne reprenne vraiment vie. Pendant plus de 10 ans, il n'y a eu aucune série Star Trek à la télévision. Bon, alors oui, les films de J.J. Abrams sortaient au cinéma, mais pour les fans de la première heure, c'était une version qui était beaucoup trop axée action, avec trop d'explosions à gogo, et pas assez de réflexion philosophique. Bref, pour les vrais fans, Star Trek était en jachère. Et c'est précisément dans ce vide que des gens ordinaires, armés de leur passion et de scotch double face, vont faire quelque chose d'extraordinaire. Notre histoire commence avec un type qui s'appelle James Cawley. James, c'est un gars de Ticonderoga, une petite ville de l'État de New York, tout près de la frontière avec le Vermont. Son métier, c'est pas celui de Monsieur Tout-le-Monde. Le gars gagne sa vie en tant qu'imitateur d'Elvis Presley. Et il est plutôt bon dans ce qu'il fait. Il a été élu meilleur imitateur d'Elvis du pays par les proches du King en personne en 1996. Mais sa vraie passion, celle qui le dévore depuis qu'il est gamin, c'est Star Trek. Dans les années 80, alors qu'il n'avait encore que 17 ans, James a contacté Bill Theiss, le créateur des costumes de la série originale. Il lui a demandé des conseils sur comment fabriquer son propre uniforme du Capitaine Kirk. Et de fil en aiguille, les deux sont devenus amis, et Theiss a fini par embaucher James comme stagiaire au sein du département costume de la série Star Trek, la nouvelle génération. Quand Theiss décède en 1992, James reçoit un colis de sa succession. Et dans ce colis, il y a un trésor. L'intégralité des plans des décors de la série originale. En gros, on parle des blueprints du plateau de tournage avec chaque mesure, chaque angle et chaque détail. Et là, James a une idée complètement folle. Avec l'argent qu'il gagne en imitant Elvis, parce que oui, imiter Elvis aux États-Unis, ça peut rapporter pas mal, il décide de reconstruire les décors de la série originale. En vrai, à échelle réelle. Il commence dans un ancien concessionnaire automobile à Port Henry, dans l'État de New York. Et il va y passer des années. Parce qu'on parle pas d'un truc bricolé à la va-vite avec des bouts de carton et 2-3 morceaux de scotch. James, il se réfère aux plans originaux, il mesure des pièces dans les musées et il ira même jusqu'à retrouver le magasin de peinture où le directeur artistique original de la série achetait ses couleurs. Il fabrique les consoles, les lumières clignotantes, les interrupteurs, bref, il fait tout de A à Z. Et le résultat est sidérant. Quand William Shatner, qui est quand même le Capitaine Kirk original, le mec qui a joué le rôle pendant 3 saisons et dans 7 films, quand ce mec-là, William Shatner, pose le pied sur cette passerelle reconstituée, il va rester silencieux pendant 10 minutes. Il fait le tour du fauteuil du capitaine, il passe sa main sur la rambarde et il regarde chaque détail. Pendant ce temps-là, James est mort de trouille. Il se dit que William Shatner doit ne pas aimer quelque chose, il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et finalement, Shatner pose ses fesses dans le fauteuil, se tourne vers James et lui dit « Bravo, les proportions sont parfaites. C'est mon fauteuil. » Et c'est là que l'aventure commence vraiment. Parce que James Cawley, il a pas construit ses décors juste pour les admirer dans son garage. Il les a construits pour s'en servir. En 2003, il lance Star Trek New Voyages qui sera plus tard renommé Phase 2. Le concept est simple et audacieux, reprendre là où la série originale s'est arrêtée. Parce que le Capitaine Kirk devait accomplir une mission de 5 ans, et la série originale n'en a montré que 3. Alors, c'est décidé, James et sa bande vont filmer les 2 années manquantes. Et quand je dis sa bande, je parle d'une armée de bénévoles. Des fans, des passionnés, des gens qui prennent sur leurs vacances et leurs week-ends pour venir tourner des épisodes de Star Trek dans le nord de l'État de New York. Personne n'est payé, c'est du bénévolat pur et dur. Le premier épisode sort en janvier 2004, et là, les fans hallucinent. Parce que c'est pas un truc tourné avec un iPhone tremblant dans un salon. C'est une vraie production avec de vrais décors, de vrais costumes, de vrais effets spéciaux qui sont certes modestes par rapport à Hollywood, mais nettement au-dessus de ce qu'on avait vu jusque-là dans la plupart des fan-films de l'époque. Et là, un truc incroyable se produit. Les légendes de Star Trek commencent à débarquer.
DC Fontana, la scénariste qui a écrit certains des épisodes les plus célèbres de la série originale, revient écrire de nouveaux scripts. David Gerrold, le créateur de l'épisode mythique The Trouble with Tribbles, un épisode culte que tous les fans connaissent, vient réaliser et superviser. Walter Koenig, interprète de Chekhov, et George Takei, interprète de Sulu, ne se contentent pas de faire des caméos. Ils reprennent leurs rôles originaux des décennies après avoir quitté les plateaux officiels. Et cerise sur le gâteau, Rod Roddenberry, le fils de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, accepte un poste de producteur consultant sur la série. Pour les fans, c'est énorme. C'est comme si le gardien du temple venait valider ce que James et ses bénévoles étaient en train de faire. Et pendant ce temps, à 1500 km de là, dans un entrepôt de Kingsland en Géorgie, un autre groupe de passionnés prépare quelque chose d'encore plus ambitieux. En 2013, un acteur et doubleur professionnel du nom de Vic Mignogna lance Star Trek Continues. Sa mission ? Donner à la série originale la fin qu'elle n'a jamais eue. Et autant dire que Mignogna ne fait pas les choses à moitié. Il loue un entrepôt de près de 1700 m² dans le sud de la Géorgie et y reconstruit l'intégralité des décors de l'Enterprise, la passerelle, l'infirmerie, la salle du téléporteur, les quartiers du capitaine, les couloirs, bref, il a tout reconstruit. Mais ce qui rend Star Trek Continues vraiment spécial, c'est l'attention portée aux moindres détails. L'équipe a choisi de tourner en format 4/3, soit le même ratio que la série des années 60, pour reproduire exactement la même esthétique. Les éclairages, les angles de caméra, des bruitages jusqu'à la musique, tout est fait pour que chaque épisode ressemble à un épisode perdu de la série originale. Et ça marche. Un critique professionnel et grand fan de la série a écrit qu'à un moment donné, en regardant un épisode, il a oublié qu'il était en train de regarder un fan-film. Pendant 1 minute et demie, il avait l'impression de regarder un véritable épisode inédit de la série originale des années 60. Star Trek Continues va produire 11 épisodes complets, chacun d'une quarantaine de minutes. Et la liste des gens qui participent est hallucinante. Michael Forrest, l'acteur qui jouait Apollon dans un épisode de 1967, revient reprendre son rôle près d'un demi-siècle plus tard. Chris Doohan, le fils de James Doohan, l'interprète original de Scotty, joue le rôle de son propre père. Marina Sirtis, l'interprète de Dinah Troi dans La Nouvelle Génération, prête sa voix à l'ordinateur de bord. Michael Dorn, la voix de Worf le Klingon, participe aussi. Et même John Delancey, le légendaire Q, fait une apparition. Résultat, en 2014, Star Trek Continues remporte le prix de la meilleure série web dramatique au Festival international du film de Burbank. Rod Roddenberry, le fils du créateur, déclare publiquement lors d'une convention « Je suis sacrément sûr que mon père considérerait ça comme étant canon. » Et venant du fils de Gene Roddenberry, c'est pas un simple compliment, c'est un espèce de saut de légitimité qu'aucun dirigeant de studio ne pouvait égaler. Alors à ce moment-là, avec toutes ces créations de fans qui mettent tout le monde d'accord, on se dit que Star Trek appartient à tout le monde. Mais ça ne va pas durer. Passons maintenant à un troisième projet, le projet Axanar. Axanar, c'est une autre création de fans qui est chapeautée par un type appelé Alec Peters. Peters, c'est un fan hardcore de Star Trek, mais c'est aussi un ancien avocat et un homme d'affaires. Il a même travaillé comme archiviste bénévole pour CBS, le studio qui détient les droits de Star Trek, s'occupant de classer et répertorier des accessoires et des maquettes originales lors d'expositions itinérantes. En 2014, Peters produit un court-métrage de 20 minutes intitulé Prélude to Axanar. C'est un faux documentaire qui raconte une bataille spatiale mythique mentionnée brièvement dans un épisode de la série originale mais jamais montré à l'écran. Et ce qu'il a fait, c'est plutôt bluffant. Le casting inclut des acteurs professionnels qui ont déjà joué dans Star Trek, notamment Tony Todd, le regretté Candyman et croque-mort de Destination Finale, mais aussi Gary Graham et J.J. Hertzler. La qualité visuelle est digne d'une production officielle. Le court-métrage est carrément présenté au Comic-Con de San Diego en juillet 2014 et les fans perdent la tête. Peters lance alors un financement participatif pour produire un long métrage complet. Et là, c'est l'explosion.
Entre Kickstarter et Indiegogo, le projet récolte plus d'1 million de dollars. Plus d'1 million pour un fan-film, c'est complètement exceptionnel pour l'époque et tout le monde se dit que le film va être incroyable, mais quelque chose va tout changer. Parce que le 2 novembre 2015, CBS annonce le retour de Star Trek à la télévision. La nouvelle série s'appellera Discovery. Et voilà le problème, Discovery se déroule juste avant l'ère de Kirk et raconte une guerre entre la Fédération et les Klingons. Et Axanar raconte une guerre entre la Fédération et les Klingons juste avant l'ère de Kirk. Est-ce que c'est une coïncidence? On n'en sait rien, mais en tout cas, 8 semaines après l'annonce de la série Discovery, le 29 décembre 2015, CBS et Paramount déposent une plainte en justice contre Alec Peters et Axanar Productions. La plainte liste plus de 50 éléments de Star Trek qu'on retrouve dans Axanar, les uniformes, les vaisseaux, les espèces extraterrestres et même la langue Klingon. Peters apprend l'existence du procès non pas par un avocat ou par un coup de fil de CBS, mais en lisant un article du Hollywood Reporter. Pas de mise en demeure préalable, pas de lettre de cessation d'activité, aucun avertissement. Un jour, tout va bien et le lendemain, il se retrouve face à une armée d'avocats. Et il paraît qu'en privé, les avocats de CBS auraient admis que le vrai problème, c'était pas une confusion de copyright. Le vrai problème, c'est qu'Axanar avait l'air trop bien pour un fan-film. En fait, c'était devenu de la concurrence. Le procès Axanar, c'est l'étincelle, mais l'incendie va être bien plus vaste. Le 23 juin 2016, CBS et Paramount publient les Star Trek Fan Film Guidelines, un ensemble de 10 règles qui redéfinissent ce que les fans ont le droit de faire et surtout de ne pas faire avec l'univers Star Trek. Et quand on lit ces règles, on comprend vite que l'objectif n'est pas vraiment de cadrer les fan-films. En fait, l'intention, c'est plutôt de les rendre impossibles à faire. Règle numéro 1, les fan-films doivent durer moins de 15 minutes ou être divisés en 2 parties de maximum 30 minutes au total. Pas de suite, pas de saison et surtout pas de série. Alors forcément, un projet comme Star Trek Continues et ses 11 épisodes de 40 minutes, c'est désormais impossible à faire. Règle numéro 5, aucune personne ayant déjà travaillé sur un produit officiel Star Trek, que ce soit acteur, scénariste ou technicien, ne peut participer à un fan-film. Walter Koenig, George Takei, DC Fontana, Michael Dorn, tous ceux qui avaient donné de leur temps gratuitement pour ces projets sont maintenant clairement pointés du doigt. Règle numéro 6, le financement participatif est plafonné à 50 000 $. Axanar avait levé plus d'1 million, Star Trek Renegades, un autre projet de fans avec Nichelle Nichols et Tim Russ, avait levé plus de 850 000 $. Et s'ils avaient été financés après la création de ces nouvelles règles, les deux auraient été impossibles à mettre en place. Donc là, ça commence à se sentir, la guerre contre les fans est clairement déclarée, et John Van Citters, qui était à l'époque le vice-président des licences chez CBS, l'a dit de manière très explicite dans un podcast. Nous voulons mettre fin à la course aux armements en matière de talent et de professionnalisme dans les fan-films. Donc en gros, son message c'est « Vos fan-films sont devenus trop bons, donc soyez moins bons ». Et dans la communauté des créateurs de fan-films Star Trek, l'impact va être dévastateur. Star Trek Renegades, qui tournait avec un casting de stars de Star Trek, dont Nichelle Nichols, Walter Koenig, Tim Russ et Terry Farrell, doit retirer toute trace de Star Trek dans sa production. Et dans la foulée, James Cawley, notre imitateur d'Elvis, annonce l'arrêt pur et simple de la production de New Voyages. Les épisodes en cours de post-production, dont certains écrits par DC Fontana et David Gerrold, sont tout simplement jetés à la poubelle. Mais alors une question se pose, que deviennent les décors qu'il a passé des années à construire, ceux que William Shatner avait qualifiés de parfaits? Heureusement, ils n'ont pas été détruits. Ils ont été reconvertis en attractions touristiques sous licence CBS. La passerelle de l'Enterprise est devenue un spot à selfie et ne sera plus jamais un plateau de tournage. Star Trek Continues, lui, s'en sort de justesse.
L'équipe avait terminé son 11e et dernier épisode juste avant la publication de ses guidelines. Et heureusement, parce qu'avec des nouvelles règles, sa production entière aurait été impossible. Il y avait trop d'épisodes, trop de pros issus de Star Trek et clairement beaucoup trop d'ambition. Axanar, quant à lui, est réduit par accord judiciaire à 2 courts-métrages de 15 minutes chacun. Le long-métrage que les fans avaient financé à hauteur de plus d'1 million de dollars ne sortira jamais. Et puis on peut parler aussi de Fédération Rising, un autre projet de fans mené par le réalisateur Tommy Kraft qui n'atteindra même pas le stade du tournage. En un simple coup de fil, CBS parvient à faire annuler la campagne Kickstarter et Kraft va rembourser tous les donateurs. En tout, des millions de dollars qu'ont donné les fans, des centaines d'heures de travail et des dizaines de légendes de Star Trek qui avaient donné de leur temps gratuitement pour la plupart, se retrouvent quasiment désintégrés. En fait, les ayants droit de Star Trek n'aiment leurs fans que quand ils leur rapportent du fric. Mais alors pendant ce temps-là, que fait CBS ? CBS confie Star Trek à Alex Kurtzman. Et alors, si vous ne voyez pas qui c'est, Kurtzman c'est un scénariste et producteur hollywoodien dont le CV comprend Transformers 1 et 2, The Amazing Spider-Man 2 et La Momie de 2017 avec Tom Cruise, soit des films qui ne sont pas spécialement réputés pour leur profondeur narrative, ni pour leur qualité cinématographique. Et c'est aussi le co-scénariste de Star Trek Into Darkness, soit le deuxième film de J.J. Abrams, qui avait déjà divisé les fans de la franchise. La série Star Trek Discovery débarque en 2017 avec un budget de 8 millions de dollars par épisode. Et alors c'est colossal parce que si on essaie de remettre ça un petit peu en perspective, avec le budget d'un seul épisode de Discovery, on aurait pu financer une saison entière de fan-film et il serait resté de quoi construire un deuxième pont pour l'Enterprise. Le premier épisode va attirer des millions de spectateurs, mais dès la fin de la saison 1, les audiences ont chuté de plus de moitié. Et sur la saison 2, c'est la dégringolade totale avec des chiffres catastrophiques en termes de spectateurs. Et les critiques aussi sont mitigées, on salue certes les effets spéciaux et le jeu de certains acteurs, mais on reproche à la série une tonalité trop sombre, des intrigues alambiquées et surtout une déconnexion flagrante avec l'optimisme qui définissait Star Trek depuis toujours. Et c'est quand même assez ironique parce que quand on y réfléchit, en fait, pendant que CBS fêtait le 50e anniversaire de Star Trek en 2016, le studio était en même temps enfermé dans une salle de tribunal fédéral en train d'attaquer les gens qui avaient maintenu la flamme de la franchise pendant sa traversée du désert. Pendant que les décors de James Cawley prenaient la poussière et qu'Axanar était réduit en miettes, la salle d'écriture de Discovery était remplie de scénaristes dont certains, selon les propres mots de Kurtzman à Variety, n'avaient jamais vu un seul épisode complet de la série originale. Et pour lui, ça posait pas de problème puisque l'idée c'était d'apporter un regard neuf sur la franchise. Ce qui est une façon polie de dire qu'on connaît pas le matériel de source, mais qu'on s'en fout un petit peu. Alors voilà où on en est. D'un côté, on a des fans qui ont tout donné, leur temps, leur argent, leur talent, pour créer des séries Star Trek qui ressemblaient à du Star Trek, qui n'ont pas touché un centime, et tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'aimer un peu trop cet univers et d'être un peu trop doué. Et à côté de ça, on a un studio qui a dépensé des centaines de millions de dollars pour produire des séries qui n'ont pas convaincu les fans. Un studio qui, je le répète, a passé le 50e anniversaire de sa franchise la plus emblématique devant un tribunal à attaquer les gens qui l'avaient maintenu en vie. Alors, CBS se justifie en disant que ce qu'ils font, c'est de la protection, mais pour les fans, c'est surtout de la destruction. Et c'est peut-être ça qui est le plus triste dans toute cette histoire. Le plus triste, c'est pas que les fans aient été stoppés dans leur élan, c'est plutôt le message que ça renvoie. Un message qu'on pourrait définir comme « Aimez la franchise, achetez le merchandising », payez votre abonnement à notre plateforme de streaming, mais ne vous avisez jamais de la faire vivre par vous-même. L'amour des fans est donc toléré tant qu'il ne menace pas le bilan comptable. Et ça, c'est quand même sacrément triste pour une série qui, à la base, parlait d'un futur où l'humanité avait dépassé la cupidité et l'égocentrisme.
Et voilà, c'est tout pour cette histoire des fans de Star Trek qui ont fait tellement mieux que le studio qu'ils se sont fait attaquer en justice. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que CBS avait raison de protéger à ce point sa propriété intellectuelle, ou est-ce que, pour vous, c'est une injustice totale envers des passionnés qui ne faisaient de mal à personne? Donnez-moi votre avis en commentaire, et si vous êtes encore là, il est maintenant temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant. Abonne-toi, c'est trop super de s'abonner. Bisous.